Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour. On est avancé sur le printemps, le mois de mai est bien avancé, et on va parler, c'est pas original sur l'émission, c'est qualité de l'air, comme je dis, 5 ans et demi, 240 et quelques émissions, donc on l'enrichit en permanence. Vraiment une grande fierté de voir autant d'experts, autant de scientifiques et autant de personnes vraiment engagées sur la qualité de l'air pour être là et montrer qu'on peut faire pour l'usager en bienveillance. Ça aussi, c'est un sujet qui est intéressant, qui est cher à notre invité du jour. On va aller tout de suite rentrer sur le sujet notamment, mais moi, une petite anecdote, il y en a toujours une par émission. Il y a quelques années, on parle que la qualité de l'air ou l'air en général est quelque chose de pas très pris en compte, ou plutôt ça nous passe un peu là parce qu'on la voit pas. Et notamment, ça reprend quelque chose qui me touche, c'est mon fils. Il avait l'âge de 9 ans et son professeur en primaire lui a demandé de parler d'un mot, d'expliquer un mot et de dire ce que c'était. Et lui, il avait choisi aérolique. Ce qui était assez sympathique. Enfin, j'avoue qu'à la maison, il doit être un peu gavé par ça, donc c'est pour ça qu'il y est allé. Et le professeur, de toute conscience, a écrit au tableau A-E-R-O. L-I-Q-E, alors que l'aérolique c'est A-U, A-E-R-A-U, L-I-Q-E, et puis il s'en était passé un petit événement où, en claquant un peu la porte, parce que mon fils voulait pas lâcher qu'il avait raison, il a descendu les carreaux de la porte, comme quoi, à un moment donné, il faut bien parler du sujet, et il faut pas le galvauder, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui savent, et les gens qui savent, il faut pas trop ne pas les contrarier, mais un peu les écouter, et partager avec eux, quelle que soit leur origine et leur connaissance. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Franck Overka. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoute, moi ça me fait un grand plaisir de te recevoir, on se croise depuis très longtemps. Il y a très longtemps qu'on a dit qu'il fallait que tu viennes à l'émission, mais tu as des agendas chargés. Non, je crois. À peine. Allez, Franck, tu es ici, tu as quelques casquettes, tu as beaucoup de fonctions et plutôt d'implications dans beaucoup de domaines, mais notamment ici, tu es en tant que président de l'AICVF. Oui. C'est quoi l'AICVF et c'est qui Franck Overka ? Alors, l'association des ingénieurs climatisation, ventilation, froid, qui est une association qui regroupe près de 1800 membres en France et qui existe depuis plus de 100 ans. Tu les fais pas? Non, c'est gentil, merci. Même si ça commence à... L'âge et les années commencent à peser sur mes épaules, mais c'est très gentil. Mais oui, c'est une longue histoire. Une association de diffusion de connaissances où les experts se retrouvent et qui est composée principalement, même uniquement, devrais-je dire, d'experts de nos domaines d'aérolique, d'hydraulique, de chauffage, de ventilation, de thermique, et qui a trois grandes parties, c'est-à-dire on trouve des experts qui travaillent dans le domaine de l'industrie, d'autres qui vont être dans le domaine bureau d'études, installation, et puis une autre partie qui est tout ce qui est enseignement, recherche, et donc l'objectif est de faire que ces mondes et ces experts se rencontrent pour définir des positions, travailler à des positions de place, à des états de l'art et partager les expertises au bénéfice de l'intérêt général. Voilà, l'intérêt général, on revient dessus, et aussi le groupe global de l'AICVF qui est important, puisque c'est pas parce qu'il y a 3 finalement pôles, pourrait-on dire, qui fonctionnent, mais en fait c'est une seule entité de membres experts, mais dont les secteurs d'activité se divisent un peu dans ces trois. Se regroupent et mais se en fait, mélangent pour échanger. J'aurais même pas dû le citer, puisqu'en fait, le vrai sujet, c'est que ce sont des experts qui se retrouvent et qui échangent sur ces sujets-là. Et je n'omettrai pas de citer que l'association est membre de la Fédération européenne, REHVA, donc que j'ai eu l'honneur de présider. R-E-H-V-A, si je voulais le trouver, c'est pas un doux rêve, c'est une vraie réalité. C'est tout à fait, et association européenne fédération européenne, qui regroupe 26 ou 27 membres européens, et au total qui représente 140 000 ingénieurs
du domaine thermique, aérolique, chauffage, ventilation, climatisation et froid. Une jolie équipe. En Europe, oui, 140 000 experts, ça commence à porter. Et ce qui fait d'ailleurs que cette fédération a un poids et une écoute au sein de la Commission européenne sur tous les sujets de ce type-là, et fait qu'elle est reconnue comme étant une fédération indépendante auprès de la Commission européenne, et que sa voix est écoutée en tant que telle, comme une fédération indépendante d'experts. Et puisque tu me lances sur le sujet, j'ai présidé la fédération au pire et au meilleur moment. C'était pendant la période du Covid. Non, on va dire que c'était une période sympathique. Non, elle nous a appris beaucoup de choses, mais elle a été difficile. Elle a été sympathique, je pense, pour personne. Mais en tous les cas, c'était un moment intéressant, pour moi en tous les cas, qui ne suis ni expert, ni chercheur, ni scientifique, de présider une fédération où le sujet de l'impact de l'air, mais vu là cette fois-ci sur un angle sanitaire uniquement, s'est fait extrêmement prégnant. Et c'est là que j'ai vu comment se construisait la recherche, la réflexion scientifique, comment des experts pouvaient ne pas être d'accord à juste titre, et heureusement, et comment se construisait un consensus scientifique, notamment sur le sujet de la transmission du virus par les particules en suspension dans l'air. L'histoire de la viralité, l'histoire de la charge, qui était aussi prégnant, puisque les taux de renouvellement... Alors, c'est plus complexe, parce que en réalité, on en est arrivé maintenant, après les travaux que moi j'ai supervisés de mon poste de présidence de la Fédération européenne. C'est des travaux qui ont regroupé plus de 250 chercheurs à travers le monde. Je ne mettrai pas de citer Lydia Moravska, qui est en Australie, Bill Banflett aux États-Unis, Pavel Vargoski, Livio Mazzarella en Europe. On devient une émission internationale grâce à toi, tu en as conscience. Mais il faut être conscient que Francis Allard, qui était un de nos experts français... Et Francis Allard, qui vient aussi sur le plateau de l'émission. Donc, je les citerai pas tous. Et qu'on salue, cher Francis. Mais si vous voulez, ce qui est assez intéressant dans la démarche scientifique, c'est que nous n'avons pu prendre contact avec l'Organisation mondiale de la santé, qui nous expliquait à l'époque que la transmission aérolique n'était pas un vecteur de transmission, uniquement à partir du moment où ce corpus de 250 chercheurs ont signé une tribune dans le New York Times avec la position de 250 scientifiques à l'époque. Et c'est à ce moment-là que l'Organisation mondiale de la santé prend conscience que entre ce que disaient les médecins et ce que disaient les experts de l'aérolique, il y avait sans doute une convergence à trouver et à travailler sur les prescriptions à mettre en place dans le domaine du traitement de la transmission du virus par les particules aéroportées dans l'air. Et c'était extrêmement intéressant, parce que là, encore une fois, il y a eu des recherches précédemment qui ont été menées sur le virus de la grippe. Donc, comment on faisait le continuum entre ces recherches et ce que l'on apprenait au jour le jour sur les transmissions du Covid. Comment ces chercheurs se sont regroupés, comment ils ont travaillé ensemble. Comment ils n'ont pas été d'accord, mais ils ont trouvé un consensus. Ils n'étaient pas d'accord. Non, parce que ce qui est génial quand on n'est pas d'accord, c'est qu'à un moment donné, c'est un foisonnement d'opinions, de points de vue. Et les points de vue, c'est la richesse. Et c'était absolument passionnant d'être au cœur de ce réacteur scientifique et de voir comment ces scientifiques ont pu construire ce consensus. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que ceci a donné naissance à un guide de l'Organisation mondiale de la santé qui existe, qui est toujours téléchargeable sur notamment les établissements recevant du public et les établissements de santé, avec des prescriptions, des propositions, pas des prescriptions, mais tout du moins des propositions en termes de taux de ventilation et des recommandations. Cela nous a mené au niveau de la Fédération européenne aussi à établir un guide avec des équations qui permettent à tout concepteur d'ouvrage de pouvoir construire son système de ventilation et de chauffage et de refroidissement, puisque les trois vont ensemble, avec ces données-là en tête, et d'avoir des modes de fonctionnement qui tiennent compte de la concentration de population dans une pièce,
du taux potentiel d'infection en fonction de la période et de la concentration d'infection que l'on peut trouver une période donnée, et du taux de ventilation à mettre en place. Donc ces 3 vecteurs, je simplifie à l'extrême, et vous m'excuserez parce que je ne suis pas l'expert ni chercheur dans ce domaine, mais c'est en gros les 3 grands vecteurs dont il faut tenir compte quand on veut calculer une ventilation par rapport à une pièce fermée dans laquelle on met des personnes. On répète ces 3 vecteurs, ça rentre bien dans les esprits. Le taux d'occupation, combien de personnes sont dans la pièce, le volume d'air de la pièce, et le taux potentiel de criticité de l'épidémie. À quel moment on se trouve dans l'épidémie. Ça vaut pour la grippe comme pour le Covid. Il y a des périodes où il y a plus ou moins de gens infectés. Et c'est à partir de là que vous allez définir un taux de ventilation à mettre en place pour assurer un minimum de concentration de particules portant des virus dans l'air de la pièce. Partant du principe que l'air extérieur n'est pas contaminé. Bien entendu. Tout l'air que vous aspirez n'est pas contaminé. J'ai vu des ERP où l'air de certaines pièces était aspiré dans les pièces d'à côté. C'est un partage qu'on ne veut pas. Voilà. Évidemment, pour la préservation de tout le monde. Et puis, on pourrait dire, parmi ces 3 principes, on pourrait dire aussi, il y a une histoire de temporalité, combien de temps on est dans la pièce, mais ça, c'est induit. Le temps d'exposition qui est induit dans tous les cas. Excellent. Je parlais du taux d'occupation et du temps d'occupation. Et donc, vous avez des équations, vous pouvez les télécharger très aisément sur le site de la Fédération REVA, le guide, les équations, les moteurs de calcul qui vous permettent de faire ces calculs-là. Et vous trouverez d'ailleurs une chose assez intéressante, c'est que globalement, nos systèmes techniques dans le tertiaire bureau en France, finalement, sont plutôt adaptés pour traiter ce genre de choses, demanderaient d'avoir des guides pour les gestionnaires pour augmenter les taux de ventilation en période de pointe épidémique, mais il n'y aurait pas, a priori, de gros travaux à faire, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas dans d'autres domaines d'établissements recevant du public qui ne sont pas des bureaux, ou dans le logement où le sujet n'est pas. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, si on a des niveaux de pic épidémiques ou des charges plus ou moins importantes en fonction de la temporalité dans celle-ci, ça veut dire qu'on serait capable d'avoir des systèmes qui réagissent par des informations extérieures qui disent on est dans un domaine compliqué. On peut le penser au travers des ARS par exemple. Oui, bien sûr, on a un système d'alerte qui existe pour la grippe. Je pense qu'il peut exister pour toute épidémie virale qui serait reconnue comme étant avec des virus sur des particules aéroportées, où on enclencherait ce type de démarche avec une alerte pour les gestionnaires d'actifs, en leur disant qu'il faut augmenter le taux de ventilation ou diminuer le temps de présence. Bien sûr. Ou le taux d'occupation pour limiter la propagation virale et arriver à ce fameux coefficient R de 1 dont vous vous souvenez peut-être, puisque vous avez apprécié la période. C'est ça. Mon cher Nicolas. Bah oui, moi j'ai bien apprécié avec 5 semaines sous respirateur, donc j'ai bien eu le temps de charger sévère. Et je suis content d'être vivant. C'est pour ça que j'étais étonné que tu dises que ça a été. Bah oui, mais moi je reste toujours positif. Ah bah là, plus à un que moment positif. donné, j'ai du mal à dire que non, c'est pas bien, non, il faut qu'on soit positif. Et je suis vivant, et tant mieux par rapport à tout ça. Et donc pour finir, c'est donc ce guide avec de la fédération, ça a amené aussi nos amis aux États-Unis à sortir une nouvelle norme, ASHRAE. ASHRAE, c'est l'association des ingénieurs climaticiens américains, donc l'équivalent de REVA aux États-Unis, qui s'appelle l'ASHRAE 241. Je vous invite à la lire et à la télécharger, qui parle de toutes ces problématiques de criticité, d'épidémie et de traitement d'air en conséquence. Alors, on a un guide au niveau européen, une norme américaine, des préconisations de l'OMS. Et voilà. La France. Et la France. Et la France. Peut-être mieux faire, la France. Quel est son positionnement? Je n'en sais rien. On est bon, on est moins bon, on est perfectible. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je suis pas en responsabilité. on a quelques pistes pour les réponses, notamment. Je suis sûr. 2 petits sujets, mon cher Franck, notamment. On en a parlé un petit peu avant de se retrouver, bien entendu. L'adaptation de la 16798-1. Alors, qu'est-ce que c'est que la 16798? On sait qu'il y a des travaux qui sont en cours sur le sujet. En et réalité, on va parler de la ventilation des bâtiments. C'est une norme française et européenne
dont le numéro est celui que tu viens de citer, et qui définit la qualité d'ambiance intérieure, pas seulement la qualité d'air. Et j'insiste là-dessus parce que les travaux qui ont été menés depuis plus de 30 ans par tous les experts et chercheurs en Europe ont permis de travailler sur globalement une qualité d'ambiance. Et je ne peux pas parler de ça sans parler des travaux de Fanger sur la perception du confort, qui permettent d'avoir une approche, cette fois-ci, non pas mesurée par une métrologie sur l'air, sa température, son hygrométrie, son niveau de particules, sa composition. Et puis on en sort un graphe et on dit c'est ça. Voilà, mais mesuré par rapport à la perception des occupants. Donc, qui va dépendre de comment on est habillé, de si on vient d'arriver dans la pièce ou pas, de notre métabolisme. Vous savez qu'on a tous un métabolisme différent, même si, on vous le dit pas, on est tous très différents, et on n'a pas du tout le même métabolisme, et certains auront froid, d'autres auront chaud. Et l'idée de ces travaux, c'est de définir une approche statistique, en disant de toute façon, il faut se trouver dans une échelle de satisfaction pour 85, 90, 95% de la population dans un espace fermé, quel qu'il soit. Sachant qu'on n'atteint jamais les 100%, évidemment. C'est un principe de base de la statistique. Oui, il y a toujours une élasticité. Il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Qui ne sera pas d'accord. Non, par contre, c'est extrêmement intéressant, ce point, parce qu'à un moment donné, alors on parle là des environnements, des ambiances, mais dans les environnements, on va retrouver la qualité de l'air, on va retrouver l'acoustique, on va retrouver la luminosité. La lumière, bien sûr. C'est très important d'une bonne luminosité, parce que en fait, cette norme et les travaux associés, et Pavel Vargoski, Corinne Mandin a beaucoup travaillé là-dessus sur un programme européen qui s'appelle TAIL. On salue Corinne aussi, qui est bien. Voilà, elle a travaillé avec Pavel Vargoski, qui est à l'Université du Danemark, sur ce sujet, avec Arsène Melikov. C'est température, acoustique, humidité, lumière. En gros, c'est des indicateurs simplifiés et agrégés. Et thermiques. Et thermiques, oui, qui permettent de te donner une information sur la qualité d'ambiance et la perception et le niveau de confort qu'on pourra atteindre. Et cette norme NFEN que tu viens de citer, elle cite 3 ou 4 classes de confort, de mémoire, et elle permet de classer les immeubles, qu'ils soient logements ou tertiaires, dans ces 3 ou 4 classes de confort, à partir d'une agrégation de données sur la lumière naturelle et artificielle, sur le traitement acoustique, et évidemment sur l'aspect lié à l'air, puisque l'air c'est à la fois un vecteur, mais aussi quelque chose qu'on respire. C'est un vecteur de perception, puisqu'il va être chaud ou froid, humide ou sec. Je ne vous fais pas l'insulte. Odorant ou pas. Alors ça c'est autre chose. Là c'est on est dans le porteur. Mais là je resterai sur le diagramme psychrométrique, c'est-à-dire température, hygrométrie, air sec, air humide, air chaud, air froid. Et en fonction de la vitesse, de cet air, on va avoir une perception plus ou moins agréable en fonction de la saison dans laquelle on est. Si vous êtes en plein été, vous allez adorer avoir une brise fraîche. C'est ça. Même brise fraîche qui, si elle vous soufflait dessus en plein hiver, vous semblerez particulièrement désagréable. Voilà, c'est pour ça qu'on ferme. On disait à l'émission précédente avec Gaëtan, on disait justement, certains de nos concitoyens, si l'air frais y rentre, ils bouchent l'entrée d'air. Évidemment. Mais c'est normal. Enfin, franchement. Si vous voulez, ça me fait toujours sourire cet aspect-là, parce que c'est pas la responsabilité de l'occupant qui bouche la bouche. C'est la responsabilité de l'ingénieur qui n'a pas fait le boulot. C'est comme si vous disiez à un gars, il ne sait pas se servir d'une commande X ou Y parce qu'il est idiot. Non, c'est l'ingénieur qui n'a pas fait le boulot pour la rendre ergonomique. Enfin, je ne vais pas paraphraser tous les concepteurs de téléphones mobiles et d'applications qui travaillent de manière à ce que l'utilisation soit intuitive. Est-ce que vous avez un jour lu le mode d'emploi de votre téléphone portable? Bien sûr que non. Évidemment. Voilà. Donc pourquoi auriez-vous besoin de lire le mode d'emploi de la bouche de ventilation de votre immeuble? Non, le boulot des ingés, c'est de rendre cela ergonomique, évitant, et en back-office, c'est-à-dire que ça doit fonctionner tout seul. Je viens du monde du tertiaire. Dans le tertiaire, on ne demande pas aux gens de se préoccuper de savoir si ouvrir la fenêtre, la fermer, si la qualité d'air est bonne ou pas. Ce sont des outils où on sait que l'air et la qualité d'ambiance intérieure a un impact
sur la productivité des occupants. Et donc, on s'est préoccupé depuis fort longtemps d'avoir une qualité d'air et une qualité d'ambiance qui permettent d'être optimum pour améliorer la productivité des occupants. C'est sûr que quand on regarde les courbes, notamment des capacités cognitives et de leur diminution qui sont associées soit à des augmentations de polluants, de COV ou de CO2, on en a des étonnements. C'est pour ça que je peux citer ici notamment les travaux de Pavel, mais Vygotsky, mais il y en a plein d'autres. C'est parce que je l'aime bien et que j'ai une amitié particulière pour lui. Au-delà de celle que j'ai pour Francis, qu'il ne se me répète pas. Mais il a prouvé avec d'autres scientifiques très clairement que il y a un impact sur la capacité cognitive. De toute façon, vous faites l'expérience vous-même. Mettez-vous dans une pièce où le taux de gaz carbonique va être au-dessus de 2000-2500 ppm. Normalement, vous vous endormissez, vous avez mal à la tête. Alors que réfléchir fait pas mal au crâne. Normalement, non. Si le taux de ventilation permet de baisser le taux et la concentration de CO2. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que l'air, c'est à la fois un vecteur de ressenti, mais c'est aussi un vecteur porteur. Et c'est là qu'on arrive sur la problématique de tout ce que l'air transporte. Parce que même si on ne le voit pas, l'air, c'est un transporteur de particules, de composés organiques volatiles, de particules plus ou moins fines, et dont certaines ont la fâcheuse tendance à pénétrer dans nos alvéoles pulmonaires. Et même d'aller jusque dans le sang, quand on regarde celle en taille 1, puisqu'à l'OMS, on regarde les 10 et les 2,5, les 1 pas encore. Pas encore, à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Je sais pas, j'avoue mon ignorance sur le sujet, n'étant pas spécialiste encore une fois. Mais on voit bien que les sujets sur les PM 2,5-10, transporteurs de virus, l'exemple qu'avait cité un expert, et je ne peux pas le citer, c'est une fourmi sur un ballon de basket en fait. Donc vous imaginez la particule PM2,5-10 comme un ballon de basket avec le virus attaché bien sérieusement sur le ballon de basket. Dans l'univers qui l'intéressera. Dans vos poumons. Et après on se dit je comprends pas, je suis pas en forme. non mais c'est clair, c'est et vraiment donc important. Pour revenir au sujet de cette norme, qui est encore une fois, j'insiste, une norme française et européenne, elle a une annexe qui permet à chaque pays européen de décliner ces classes et ce que signifient ces classes 1, 2, 3, 4 dans son pays. Chose qui n'a pas encore été faite en France depuis que la norme existe, d'ailleurs à peu près 7 ou 8 ans. Mais je suis certain que les experts concernés s'en préoccupent et y travaillent sérieusement. Il n'en reste pas moins une révision en ce moment. Comment ? Alors, la révision n'a rien à voir avec le sujet aérolique. C'est une révision plutôt qui concerne le monde de l'acoustique, où il y a des désaccords. Là aussi, la science est ainsi faite, des désaccords importants sur les unités utilisées pour caractériser le bruit et l'isolation au bruit. Alors, je ne suis plus du tout dans mon domaine d'expertise, mais tous les cas, c'est ce qui m'a été rapporté. Mais le consensus existe depuis fort longtemps, et d'ailleurs, c'est pour ça que cette norme a pu être signée et validée sur les domaines aéroliques et thermiques. Et j'en veux en plus pour preuve qu'elle est au centre du corpus européen de normes. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un site qui s'appelle EPB Center, qui regroupe toutes les normes européennes, et le corpus de ces normes qui font la performance énergétique carbone d'un immeuble ne peut s'entendre que si vous savez quelle est la performance environnementale en termes de qualité de l'ambiance intérieure de votre immeuble. Parce que si vous voulez faire un bâtiment super performant, ça fait longtemps que nos ancêtres l'ont fait. Ça s'appelle une cave ou un habitat troglodyte. En termes énergétiques, c'est ultra performant. Zéro conso, zéro carbone. Ou une bouteille fermée complètement qu'on n'ouvre jamais, c'est pas mal. Ça marche aussi, c'est très très bien. C'est moins long, la durée de vie à l'intérieur est limitée à la concentration de CO2 que vous émettrez jusqu'à votre empoisonnement. C'est ça, puisque le CO2, on dit que jusqu'à 5000 ppm, on considère, c'est important et autres, mais il y a quand même des seuils de dangerosité. Absolument. Aussi. Puis il y a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a d'autres facteurs, mais c'est un facteur. Si vous voulez, vous savez bien qu'on ne respire pas dans un sac en plastique. Non, et puis aussi on entend pas mal usiter les termes de dire je vais prendre plus d'oxygène pour être mieux. Il faut savoir qu'ouvrir la fenêtre, non, c'est l'air global dans ce qu'il représente. On n'augmente pas le taux d'oxygène en ouvrant la fenêtre. Non, ce que je crois que là aussi, le rôle sans doute, et je pense que là il y a eu peut-être un travail qui aurait pu être, je dirais, on aurait pu utiliser la période du Covid comme l'ont fait notamment nos amis américains pour
pousser plus d'informations générales sur ce qu'est l'air, la qualité d'air, le fait que c'est composé de particules, que il y a une pollution qui naît du fait des polluants extérieurs, des polluants intérieurs. Vous l'avez déjà dit avec d'autres invités, hein, la pollution intérieure est supérieure à la pollution extérieure, mais la pollution extérieure est là. Et ouvrir sa fenêtre quand vous avez un logement qui ouvre sur une autoroute ou le périph' n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour tenter d'aérer son logement à un moment donné. Donc c'est là aussi, l'air extérieur n'est pas neuf, l'air neuf n'est pas forcément extérieur. Par contre, connaître la qualité de l'air que l'on insuffle et que l'on extrait a un sens et permet de mieux gérer la qualité d'ambiance dans laquelle on met les occupants. Surtout qu'on a également, quelquefois, on veut toujours réinventer ou trouver le nouveau système qui va être génial, mirifique et extraordinaire. Mais il faut savoir qu'en l'état quand même actuel de la connaissance et des systèmes qui existent pour ce renouvellement de l'air ou ces apports d'air neuf, on a tout un tas d'éléments qui sont capables d'être adjoints avec des détecteurs et de réagir en temps réel sur les besoins. Et on voit par exemple, on a eu dans les écoles, je prends cet exemple-là, ça a été c'était venu de l'Auvergne, on a dit bon, on va mettre des détecteurs parce que la Covid est là, présente, détecteur de CO2, on va ouvrir les fenêtres, ça va aider, mais à un moment donné, ces détecteurs de CO2 dans le bon sens, quand on a un système de ventilation, d'appairer les deux et de les faire travailler ensemble, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de l'ingénieur pour que le système est là pour pas qu'on s'en occupe et pour qu'il soit bienveillant envers nous. Moi, en tous les cas, c'est important. C'est ma conviction, c'est que le système est là pour qu'on n'ait pas besoin de s'en occuper. Sinon, vous faites de la charge mentale supplémentaire pour les occupants. Et puis c'est le meilleur moyen pour qu'ils s'en occupent pas. Franchement, pas envie de s'en occuper. Et j'écoutais l'émission avec Gaëtan Brispierre, on voit bien que c'est loin de leurs préoccupations. Donc, c'est notre rôle, c'est qu'ils n'aient pas besoin de s'en préoccuper et qu'on leur donne des solutions techniques qui, comme ils n'ont pas besoin de s'occuper du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire, vous n'allez pas tous les matins vérifier si votre ballon d'eau chaude fonctionne ou fonctionne pas, et soit à la bonne température, s'il faut qu'il se vérifie à la bonne température, etc. Dans certains cas, vous devriez, parce que ils sont souvent réglés avec une température un peu élevée, les ballons d'eau chaude sanitaire, j'en sais quelque chose. Pour des raisons évidentes de lutte contre la moyen mondial, et puis de lutte contre la légionellose, ça aussi, il faut l'avoir en tête. Donc c'est tous ces sujets-là qui font que je pense qu'il y a vraiment un travail important qui est en train de se faire à la fois par la recherche appliquée et l'industrie, de mettre en place des solutions qui soient combinées et qui permettent de traiter la qualité d'air sans que vous ayez besoin de la traiter tous les jours ou de vous en préoccuper. Étant entendu que si vous habitez effectivement dans une zone rurale à la campagne, le meilleur moyen, évidemment, reste d'ouvrir la fenêtre tout le temps si vous aimez vivre à la même température que la température extérieure. Qui n'est pas forcément mauvaise, mais s'il y a des vignes à côté en période en ce moment, je vous laisse imaginer ce qu'on ramasse en plus. Non, et puis le bon sens aussi d'avoir les systèmes qui fonctionnent sans qu'on ait besoin, nous, d'avoir une action permanente, parce que c'est très, très, très marrant de jouer un petit peu. On parlait du smartphone tout à l'heure, mais moi j'ai une personne chère à mon cœur qui dit toujours encore un truc inventé par un mec qui l'utilise jamais. Donc il faut qu'on revienne dans le bon sens. Je me souviens d'une étude qui a été faite, je crois, je ne sais plus par qui, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais une étude justement d'appétence de nos concitoyens sur les outils de pilotage. Donc ça devait être il y a quelques années, parce qu'on parle encore de domotique. Hormis 15% de la population pour qui c'est amusant, 85% de la population se contrefiche se savoir si elle peut piloter son aération, sa lumière et son chauffage tous les jours, y compris la cafetière. Non, par contre, avoir effectivement des appareils et en fonction de la localisation, encore une fois, il ne faut pas être forcément à vouloir tout équiper techniquement avec des systèmes complexes. Ça va dépendre d'où vous vous situez, en milieu urbain, pas urbain, dans quelle proportion vous êtes soumis à des polluants extérieurs et des polluants intérieurs, quelle est la densité d'occupation. Enfin, tous ces sujets-là sont passionnants et notamment sur le logement. Quel est l'intérêt de faire fonctionner la ventilation quand il n'y a personne? Moyen. On va garder un niveau minimum pour que le bâtiment reste sain. Moi, je pense qu'on va très vite avoir sur le marché des appareils chauffage, ventilation, refroidissement qui
traiteront de l'occupation du logement comme on l'a dans le tertiaire. Hein. Il y a pas... Ça existe déjà, ce genre de truc? Oui, bien sûr, mais ça va se diffuser. Ça va se diffuser comme on l'a dans le tertiaire, encore une fois. Mon expérience du tertiaire me tente à me laisser dire que ces outillages existent, ils vont se massifier et par ce contre, sera, le fait de se massifier, ça les rendra, je dirais, plus abordables, mais surtout également, par rapport à ces matériels-là, c'est juste de dire, la ventilation, on ne la voit pas, elle est dans le bâtiment. Vous disiez, tu disais, Franck, dans le collectif, elle est sur le toit, on la voit pas. Il y a juste les bouches. Chez nous, Gaëtan le disait à la dernière émission, les personnes ont des ventilations d'un type qui croit que c'en est un autre. Enfin, ils savent pas du tout. Donc, à un moment donné, la ventilation, on pourrait terminer là-dessus. Passons pas à côté, parce que c'est un élément extrêmement important, au même titre que le chauffage, je pense même que c'est sanitaire. C'est un élément essentiel. Je vais être beaucoup plus direct. C'est l'élément essentiel. Ça sert à rien de se chauffer ou de se refroidir si la qualité d'air est pas au rendez-vous. L'environnement dans lequel vous vivez, votre corps va être beaucoup plus va réagir beaucoup plus à des problèmes de qualité d'air défaillante. Parler du CO2, du mot de tête, mais il y a toutes les problématiques. Il y a toute l'alimentation des organes aussi pour bien fonctionner. Encore une fois, je laisse ça aux médecins qui connaissent ça mieux que moi, mais l'enjeu est vraiment là. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un pull s'il fait froid, mettre un t-shirt s'il fait chaud. Par contre, si la qualité d'air est mauvaise, vous respirez de l'air qui est malsain. C'est ça. Et vous ne le savez pas. Et vous ne le savez pas. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a quelques années, oui, on va dire quelques années, sinon ça va me vieillir, mais il y a bien 2 décennies, on parlait du syndrome du bâtiment malsain. C'est quelque chose qui a totalement disparu des médias et de la com, mais il y avait bien... Pas totalement, parce que Fabien Schinazi, ici, le rappelle à chaque émission. Non, je n'ai pas dit que Fabien n'en parlait pas, je dis juste que ça a disparu des médias, de la com, ça a disparu du plan national santé. On est d'accord. Mais c'était un sujet extrêmement important, et ça a fait la une de tous les journaux il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais le problème n'est pas du tout traité. On a les mêmes bâtiments qu'il y a 15-20 ans, on a la même réglementation qu'il y a 30 ans. On les a un peu plus étanchifiés aussi, les bâtiments. Donc peut-être que quelque part, c'est pire, tu as raison, Nicolas. Agrandi le phénomène. On a peut-être aggravé, et même sûrement aggravé le phénomène, sans traiter la ventilation. Donc ça reste un enjeu important, et encore une fois, je pense qu'on a loupé le coche avec le Covid. Quand on avait des pubs toutes les 5 minutes avec ouvrez la fenêtre, on aurait pu aussi en dire un peu plus sur ce sujet de qualité d'air et mieux informer nos concitoyens sur les vecteurs que ça représente. Eh ben, c'est ce qu'on fait ici à l'émission. On essaye de le faire le mieux possible et de le dupliquer, le déployer. Comment dire ? Tu me donneras tous les liens, mon cher Franck, et sur le podcast, on mettra les références des documents que tu proposes à toutes nos auditrices et nos éditeurs de pouvoir aller les consulter et les lire. Et puis, on va continuer. Je te souhaite... je sais que tu vas te déplacer d'ici demain, donc écoute, bon petit déplacement. Et puis surtout, t'es ici chez toi, donc tu reviens quand tu veux. Hein, c'est comme à chaque fois qu'on part. Là, on pourrait partir pour des heures, mais tu m'as dit que tu allais tenir 4 heures minimum. Je suis obligé de te couper. Mais c'est vraiment un grand plaisir. Tu as raison, et je suis ravi d'aller encore dans 15 jours participer au conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour la qualité de l'air intérieur que nous avons fondé avec les Américains, les Indiens, les Européens, les Japonais, les Coréens et les Australiens à l'époque du Covid. Donc cette alliance existe toujours, elle est active, et vous savez que vous voyez que c'est un sujet qui préoccupe le monde entier. Eh ben, le monde entier est le bienvenu ici. Et puis vous toutes et vous tous, ouvrez plus que vos chakras, ouvrez votre esprit pour aller plus en profondeur sur le sujet. Vos alvéoles pulmonaires, bien entendu. Allez regarder ce que fait aussi la ICVF, parce que les ingénieurs d'un côté, les 140 000 de REVA de l'autre, vous voyez qu'il y a quand même le mot en ce moment est pas bien choisi, mais c'est une vraie armée de personnes pour votre bien, là, pour le coup. Rejoignez-nous. Voilà, donc rejoignez la icvf.fr, vous trouverez tout ce qu'il faut. Franck, merci infiniment, c'est un plaisir de te recevoir, de se croiser. Et puis, on va vous dire à très bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. Le podcast, radio-imo.fr, Élément Air, mon cher Nico. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.